la terre des champs me semble bien fatiguée. Je pense que effectivement les pesticides, les engrais, l'exploitation assez intensive des terres appauvrit globalement les sols. Et pourtant, un autre modèle de système agricole est possible. Donc c'est vraiment le sujet de ce soir. Hein, voilà. Donc merci Monsieur Dufumier d'avoir accepté de venir dans ce petit village modeste de la Seine-et-Marne, de l'Est de la Seine-et-Marne. Modeste simplement par le nombre d'habitants, mais par contre en termes de projets, ils sont très ambitieux. Des projets relatifs à la nature, la protection de la nature et la protection de la santé des habitants et des enfants. Déjà un gros effort a été réalisé puisque depuis le début de cette année, les enfants qui mangent à la cantine scolaire, mangent effectivement une nourriture beaucoup plus saine qu'avant. Nous sommes absolument convaincus que de toute façon il faudra s'en passer, ces pesticides. Et l'important maintenant, et c'est l'objet de notre réunion de ce soir, c'est de savoir comment produire sans pesticides. Voilà, je vous ai présenté les associations qui sont porteurs de ce projet, de cette rencontre. Alors les enjeux, on peut les rappeler, hein, c'est nourrir une population croissante. À l'échelle mondiale, on est 7,7 milliards d'habitants aujourd'hui, ça y est, je crois qu'on les atteint. On sera sans doute 9 milliards et demi en 2050. C'est vrai qu'il va y avoir une demande d'aliments croissante dans les années qui viennent, au moins à l'échelle mondiale. Ça, c'est un premier point. Il faudra nourrir, donc il y a un problème de quantité, il y a un problème évidemment de qualité. Alors quand on parle de qualité d'alimentation, on pense par exemple pour les gamins des cantines, une alimentation saine. Et on a tendance à vouloir dire, si on pouvait s'éviter les dioxines dans les œufs, les hormones dans le lait, les antibiotiques dans la viande, les perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes, ce serait quand même pas plus mal. Donc là, il y a un vrai enjeu, on en reparlera. Sachez que dans un très grand nombre de pays du Sud, moi j'ai beaucoup travaillé dans les pays qu'on qualifiait du tiers-monde autrefois, avoir une alimentation de qualité, c'est avoir enfin accès à quelques œufs, un peu de lait, un peu de viande. Dans les pays émergents, je pense Chine, Vietnam, enfin des pays très densément peuplés, il y a des gens qui sortent de l'extrême pauvreté, donc il n'y a pas de mauvaises nouvelles ce soir, je vous le dis tout de suite, mais sortant de l'extrême pauvreté, ils mangent davantage de production animale, et comme il faut entre 3, on va dire, et 10 calories végétales pour fabriquer une calorie animale, alors vous comprenez que la demande en production végétale destinée à l'alimentation humaine et animale, même si l'alimentation animale, après, les animaux sont discernés pour l'alimentation humaine, préparez-vous, dans les 30 années qui viennent, ça ne va plus que doubler. C'est un ordre de grandeur, hein. On ne fait pas dans le détail, mais oui, il y aura quand même un problème de savoir si, en quantité, on sera capable de produire suffisamment. Alors tout de suite, pour corriger un peu le tir, je voudrais vous rassurer, s'il y a des gens qui souffrent de la faim et de malnutrition aujourd'hui, 820 millions de gens ont faim, non pas tous les jours, 2200 kilocalories, c'est-à-dire l'énergie qui serait nécessaire de manger pour aller ensuite dépenser cette énergie au travail, ces gens-là ont faim. Et vous avez 1 milliard de gens qui souffrent de carences nutritionnelles. S'il en est ainsi aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec une insuffisance de nourriture disponible sur le marché mondial. Il y a pléthore de nourriture sur le marché mondial. Pour nourrir correctement, modestement un habitant, c'est des ordres de grandeur, encore une fois, il faut produire de l'ordre de 200 kg de céréales ou son équivalent, pommes de terre, manioc, igname, banane plantain. Donc une partie de cette énergie alimentaire pour des animaux, mais globalement, c'est 200 kg de céréales par habitant et par an. La production mondiale, aujourd'hui, elle est déjà de 330 kg de céréales ou d'équivalent par habitant et par an. Alors du coup, pourquoi il y a des gens qui ont faim? Vous imaginez bien, c'est qu'ils sont trop pauvres. Les gens qui fréquentent les restaurants du cœur, l'Armée du Salut, le Secours populaire, je suis désolé, c'est pas parce que la France ne produit pas assez. Non, les gens mangent leur nourriture parce qu'ils sont trop pauvres. C'est une question de pouvoir d'achat en termes monétaires. Je vous dis tout de suite, c'est la même chose au Brésil. Les gens qui sont dans les bidonvilles au Brésil ne parviennent pas à acheter un soja qui est vendu en France pour nourrir nos cochons. Mais c'est parce qu'ils sont trop pauvres au Brésil qu'ils ne peuvent pas acheter un soja, et nos cochons sont plus riches. Enfin, nos usines d'aliments du bétail sont plus solvables que la paysannerie pauvre et les gens des bidonvilles. Mais c'est vrai aussi pour des gens qui produisent du café et du cacao en Côte d'Ivoire. Ceux-là, avec l'argent du café et du cacao, ne parviennent pas à dégager des revenus suffisants pour acheter une alimentation pléthorique qui existe, mais qui n'est pas suffisamment produite chez eux. Quand ils veulent acheter, y compris nos céréales, notre sucre,
nos poulets ici, ben, ils n'ont pas le pouvoir d'achat suffisant, même si on a considérablement diminué les coûts de production, là, avec notre agriculture que vous qualifiez là d'industrielle, c'est indéniable, hein, les prix d'alimentation en monnaie constante ont considérablement diminué, mais vous avez tellement de gens pauvres aujourd'hui qui ne parviennent pas à acheter cette nourriture, et c'est ça qui est à l'origine de la faim et de la malnutrition. Et ces paysans tombent en faillite parce qu'ils ne parviennent pas à être compétitifs en travaillant à la main, avec des outils manuels, la houe, le machette, la bêche, le bâton fouisseur. Ils ne parviennent pas à être compétitifs avec nos excédents que nous exportons là-bas à vil prix. Et du coup, ils quittent la campagne, ils rejoignent les bidonvilles, il n'y a pas d'emploi en bidonville, et je vous dis tout de suite, il y en a encore pour très longtemps. Même la Chine, qui commence à s'urbaniser quasiment à moitié, il y a encore 50% d'une population densément peuplée qui se retrouve à devoir repiquer du riz à la main en concurrence avec nos blés et récolter du riz à la faucille avec nos blés récoltés à la moissonneuse-batteuse. Dans un même marché mondial, ils n'arrivent pas à être compétitifs. Mais alors, il est de vous dire, en Chine, bon, il y a quand même une industrialisation, mais si vous parlez du Sénégal, du Niger, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, alors là, c'est beaucoup plus dramatique. Hein. Les gens s'entassent au Mexique, au Brésil, dans des bidonvilles, et ils ont faim, et donc il faudra essayer de résoudre ça. Donc il y a un problème de qualité, un problème de qualité. Qualité, c'est pour quand même les couches qui sortent de l'extrême pauvreté, c'est avoir enfin accès à des productions animales. Dans les enjeux, il y a bien évidemment des considérations environnementales. Si on pouvait s'éviter les algues vertes sur le littoral breton, ce serait quand même pas mal. Si on pouvait s'éviter d'avoir du désherbant dans l'eau robinet, ce serait aussi pas mal. Et puis il y a des considérations, qu'on parle souvent de développement durable, hein, dans la durée, de protection de l'environnement pour les générations futures. Moi, quand je faisais des études d'agronomie, on m'enseignait, et je pense un grand nombre d'entre vous aussi, l'humus des sols. Il faut maintenir un taux d'humus. Il faut surtout que l'humus, ça donne une stabilité structurale au sol, il résiste contre l'érosion, ça retient l'eau, ça retient les éléments minéraux, c'est quelque chose d'assez décisif. Et on me disait, il faut entretenir la fertilité des sols. Aujourd'hui, vous pouvez considérer que le problème de fertilité, c'est à l'échelle de l'écosystème global. L'écosystème agricole aménagé par les agriculteurs. Et la principale menace, au fond, qui existe dans un pays comme le nôtre, on voit déjà quelques effets aux États-Unis dramatiques, c'est la surmortalité des abeilles, la surmortalité des insectes pollinisateurs. Et là, il y a un effet de seuil. Pour l'instant, on ne voit pas trop, mais à partir d'un certain seuil, c'est la fécondation des pommiers, des poiriers, du tournesol, du colza qui est menacé. Et là, il y a urgence. On n'a pas atteint ce seuil en France. Dans certaines régions aux États-Unis, c'est atteint. Et les gens contractent des apiculteurs nomades, non pas pour produire du miel, mais pour que quand même leurs plantes soient fécondées. Et donc là, il y a de réels problèmes de déséquilibre de l'écologie, et c'est vraiment un gros préjudice pour les générations d'après. Et si dans certains pays, les pays du Sud, il y aurait urgence de produire plus, tout de suite, pour l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire en tout cas, il ne faut pas que ce soit au détriment des générations d'après. Vous allez voir que nous, en France, on pourra éventuellement s'autoriser à produire un peu moins, mais mieux, moins de ce dont on est excédentaire, plus de ce dont nous sommes déficitaires, on en reparlera. Nous sommes pour les 2/3 déficitaires en protéines végétales, hein, donc c'est à la fois pour l'alimentation humaine, les lentilles, les pois chiches, les fèves, les haricots, mais beaucoup plus pour l'alimentation animale, les volailles, les cochons, c'est le soja en provenance des Amériques, hein, États-Unis, Brésil, Argentine, et les ruminants, c'est souvent du tourteau de soja, en provenance aussi de ces mêmes pays. Et là, une dépendance extrême pour les 2/3 en France, et l'Europe des 27-28, enfin 27 aujourd'hui, c'est pour les 3/4. Donc là, il n'y a pas de différentiel entre France et le reste de l'Europe. Le combat pour retrouver une plus grande souveraineté protéinique, je parle un peu comme le président Macron au lendemain du G7, retrouver notre souveraineté protéinique. Moi, ça fait 30 ans que je plaide pour qu'il en soit ainsi. Je suis fort heureux d'entendre parler de ça aujourd'hui dans des sphères un peu plus hautes que celles auxquelles j'étais habitué. Mais la question, c'est comment on va faire, bien sûr, hein, et ce sera l'objet du débat. Voilà, ça, c'est les enjeux. Le contexte, vous connaissez, c'est le réchauffement climatique global. Les agriculteurs vont devoir s'adapter. Alors, s'adapter à un accroissement de température quand vous êtes viticulteur et accélérer la date des vendanges, ça va encore à peu près. On sait faire. La même qualité d'un vin reconnu à travers une appellation d'origine protégée, là, mes collègues de l'INRA disent, bon, peut-être qu'en mélangeant un peu différemment les cépages, peut-être qu'on va s'en sortir. Ils sont à la fois, ils ont quelques espoirs, mais quand même, ils me disent que c'est pas facile. Attention, des déséquilibres écologiques beaucoup plus compliqués. On commence seulement maintenant à étudier ça, à avoir des conclusions.
Eh ben, il y a des oiseaux, vous savez, la migration du sud vers le nord de la faune sauvage, comme on dit. Certains oiseaux, c'est 250 km, certains papillons, c'est 100 km. Et vous voyez le désastre? Là où il y a des oiseaux, il n'y a plus les chenilles, extinction d'espèces. Et là où les chenilles ne sont plus bouffées par les oiseaux, ravage aux cultures. Alors là, pensez que la paysannerie française est préparée à s'adapter à des déséquilibres écologiques dont on comprend seulement maintenant les effets, alors que ça nous avait déjà été prédit il y a 30 ans, parce que c'est quand même il y a 30 ans que le premier rapport du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux GIEC, nous avait prédit le réchauffement climatique et le dérèglement climatique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un réchauffement global, mais c'est une intensité, une fréquence accrue des accidents climatiques extrêmes. C'est-à-dire un climat de plus en plus aléatoire. C'est-à-dire que l'adaptation pour les agriculteurs, les paysans, ça va être des systèmes plus résilients qui peuvent résister à un accident climatique extrême. Et puis vous pouvez rajouter aussi un effondrement des prix soudain. Donc ça va plaider pour une agriculture plus diversifiée. Alors justement, quand on parle d'agriculture industrielle, qui s'est un peu inspirée d'industrie, c'était quand même produire à grande échelle une agriculture de plus en plus spécialisée. Ben, cette agriculture spécialisée, je vais peut-être vous dire, c'est quand même désuet. C'est horrible ce que je suis en train de dire. Ça va à contre-courant de ce qu'on peut encore penser très fréquemment, mais il va falloir revoir la copie. Ça va être dramatique, ça va être radical. L'ampleur des transformations, on va essayer de ne pas se le camoufler. Oui, on peut cultiver sans pesticides, mais l'ampleur des transformations pour y parvenir, il ne faut surtout pas se voler la face. Ce n'est pas un petit arrêté qui dit on arrête le glyphosate dans 3 ans. Si vous n'avez pas, ça fait 1 an déjà, si vous n'avez pas de mesures destinées à vraiment aider à une modification radicale des systèmes de production, tous ces trucs-là, ça ne sert à rien. Non, bah, je veux bien qu'on discute 3 ans, 5 ans, mais si on ne fait rien, dans un changement très radical des systèmes de production, dans 2 ans, on retournera encore pour 3 ans. Alors ça faudra quand même un jour qu'on change. Je reconnais, moi je partage l'idée qu'on va y être obligé. La question, c'est comment on va faire pour maintenant s'y adapter très vite. Alors j'insiste sur le fait que tout ça nous avait été prédit il y a déjà 30 ans, et que c'est seulement maintenant qu'on a des résultats. Nous avons 30 ans de retard. Il y a 30 ans, il y avait des gens qui, bien que c'était quand même le GIEC, hein, c'était une synthèse à partir d'articles dans des revues, un comité de lecture de rang A, des experts de plusieurs pays qui synthétisaient tout ça en disant « Attendez, l'effet de serre, c'est quelque chose de sérieux ». Il y a même des gens, il y a 30 ans, qui disaient « Oh, c'est pas statistiquement avéré ». C'est vrai, c'était une prédiction. Et du coup, ils vous disaient « Oh, circuler, il n'y a rien à voir ». Alors ça, ces gens qui jouent à ça, il y en a un qui est, je suis ministre d'ailleurs, de la recherche, il est d'enseignement supérieur. Il avait dit, c'est de la brouteille tout ça, hein. C'est que des prédictions. Alors c'était pas statistiquement avéré. Aujourd'hui, oui, hein, c'est statistiquement avéré. La date des vendanges, elle est bien en moyenne 10 jours plus précoce, c'est une moyenne statistique, elle est bien plus précoce que les 30 années antérieures. Et bien les gens qui ont contribué, surtout quand ils ont donné une caution scientifique, à jouer à dire circuler, il n'y a rien à voir, c'est que des prévisions, alors que c'était quand même démontré. Les mécanismes, les relations de cause à effet qui fait que le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde d'azote sont des gaz à effet de serre, la vapeur d'eau aussi. Hein. On sait bien que quand il y a des nuages, ben, la nuit il fait moins froid. Hein. Le petit matin il fait moins froid que quand il n'y a pas eu de nuage. On sait. Mais le nuage il dure quelques instants. Le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde d'azote, il y en a pour des années. Et pas mal d'années. Hein. Alors moi je trouve que les gens, là, il n'y a eu encore aucun procès. Moi j'avoue que je regrette. Hein. Je vous le dis tout de suite. Et alors maintenant, qu'on me dit, ah, ben, le glyphosate cancérigène probable. Alors moi, on me dit, dans beaucoup de mes conférences, monsieur Luchnier, vous ne pouvez pas affirmer que le glyphosate, c'est un cancérigène avéré. Et on me montre du doigt. Et je me dois de leur répondre qu'ils ont raison. Ce n'est pas statistiquement avéré, en tout cas pour les consommateurs. On sait que ce n'est pas forcément la dose qui fait le poison, mais c'est l'âge de l'exposition et la régularité de l'exposition à cette jeune génération. Depuis in utero jusqu'à la fin de la croissance, en tout cas post-puberté, on prédit à cette jeune génération une espérance de vie en bonne santé d'une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération. Je parle pour ceux qui ont des cheveux blancs ou pas de cheveux ici, parce que quand nous étions jeunes, nous n'étions pas exposés à ça. Alors évidemment, on me dit, c'est pas avéré. Et je dois dire, ce n'est pas statistiquement avéré. L'apparition d'Alzheimer, Parkinson, cancer du sein, cancer de la prostate, leucémie, lymphome, c'est-à-dire les cancers, enfin, en tout cas, du sein et de la prostate, cancers hormonodépendants, les maladies neurodégénératives, le fait que ces maladies qu'on considérait comme des maladies du vieillissement,
ils vont apparaître plus précocement. Je veux dire, il faudra attendre 8 à 9 décennies pour comparer statistiquement la moyenne d'âge d'apparition de Alzheimer, Parkinson et autres. Il nous faudra attendre 90 ans. Mais néanmoins, c'est démontré. Comme l'effet de serre nous était démontré, aujourd'hui, les endocrinologues, ceux qui connaissent bien la molécule, ceux qui connaissent bien la physiologie du corps humain, ceux qui connaissent bien notamment les glandes hormonales et notamment la glande thyroïde, ceux qui connaissent bien ça, sont en mesure aujourd'hui de vous démontrer les relations de cause à effet qui font que ce dysfonctionnement de nos glandes endocrines, de nos glandes hormonales, va se traduire par des maladies du vieillissement plus précoces. Un peu comme il y a 30 ans, où nous prédisait effectivement que l'effet de serre nous amènerait ce réchauffement et ce dérèglement climatique. Alors ne nous voilons pas la face. Moi je vous propose qu'on n'attende pas 80, 90 ans pour prendre nos précautions et arrêter avec tout ça. Je vous le dis franchement, tous ceux qui vous laissent penser qu'on pourrait encore attendre, parce que ce n'est pas statistiquement avéré, ouais, bon, on va attendre une molécule de substitution, on va attendre ceci, franchement, je pense que pour les agriculteurs, ces gens-là sont de très mauvais conseils. Donc on va devoir, effectivement, être obligé, si on est correct, de s'en passer de tous ces perturbateurs endocriniens. Et la question évidemment devient, enfin, j'ai d'abord une première question, avez-vous encore le moral? On est arrivé à cette agriculture industrielle, et à ça, je veux dire, les explications vous les connaissez, il fallait nourrir à des prix plus bas, des quantités accrues, et notre agriculture industrielle, indéniablement, y est parvenue. Mais après, il y a des effets environnementaux, l'érosion, l'effondrement des abeilles, les perturbateurs endocriniens, donc effets environnementaux et sanitaires. Y a-t-il une alternative? Alors, j'aurais envie de vous dire qu'il existe des alternatives adaptées à différentes régions, et je dirais, la façon de m'exprimer, ce serait inspiré par une discipline scientifique qu'on pourrait appeler agroécologie. Mais là, je vais vous parler, peut-être découvrirez-vous quand même que je suis un peu engagé, et peut-être me soupçonnerez-vous d'être agroécologiste, mais je voudrais surtout vous parler comme agroécologue. C'est-à-dire, l'agroécologie comme une discipline scientifique qui essaye de rendre intelligible le fonctionnement des écosystèmes agricoles, c'est-à-dire des environnements aménagés par les agriculteurs. C'est d'abord la reconnaissance du fait que l'objet de travail des agriculteurs, ce n'est pas la plante, le troupeau, le sol pris séparément. Non, les agriculteurs aménagent un écosystème qui n'est plus complètement naturel. Un bocage, je suis désolé, un bocage, ce n'est pas complètement naturel. On aurait essayé la nature, ce serait un marais, ce ne serait pas un marais, mais ce serait une forêt, une lande. Et donc ça a été aménagé par les agriculteurs. Remarquez, c'est déjà une bonne nouvelle. On découvre que dans l'histoire de l'humanité, les agriculteurs ont déjà été capables d'aménager des écosystèmes à la fois productifs et durables. C'est quand même une bonne nouvelle. Et donc le défi, dans le contexte du réchauffement climatique et avec les enjeux qu'on a signalés tout à l'heure, ce sera effectivement productif et durable. Les deux à la fois. Aménager des écosystèmes sans préjudice pour les générations d'après. Alors, l'agroécologie, donc discipline qui essaie de rendre intelligible le fonctionnement de ces agroécosystèmes, et c'est en fonction de la compréhension qu'on a. Alors ça veut dire que toute technique agricole, par un vrai travail du sol, peut avoir un impact sur éventuellement des insectes auxiliaires ou des insectes ravageurs. Et évidemment, tout fongicide pour protéger une culture d'un champignon pathogène, vous allez voir, ça peut avoir des effets néfastes sur des champignons utiles du sol. Et si on ne veut pas voir ces interactions, et penser, il y a la variété améliorée, il y a la mauvaise herbe, je sais ce qui est bon, je sais ce qui est mauvais, et on reste dans le bréviaire et le catéchisme, alors là, je vais vous dire, là, de nouveau, on retombe. Donc, je pense que oui. Alors, vous allez voir, je pense que l'idée, elle est que des scientifiques peuvent parfaitement rencontrer des agriculteurs, des paysans, qui, eux, alors, par contre, ont les résultats de recherche empirique et d'innovation sur plusieurs décennies, que dis-je, sur plusieurs siècles, de sélection variétale, de sélection de races animales, de savoir-faire, qui étaient ceux des vieux, qui ont été parfois maintenus de génération en génération par des dictons, par des proverbes auxquels peut-être d'ailleurs le scientifique ne comprend rien du tout. Mais on va devoir jouer vraiment une alliance entre ces savoir-faire-là, ces savoirs-là, et puis peut-être quelques variétés anciennes et races animales aussi, et évidemment une compréhension scientifique, celle des agroécologues qui, ça y est, cette fois-ci, ne vont pas des agronomes donnant la norme, la variété améliorée, la mauvaise herbe, voilà comment il faut faire, s'il vous plaît, obéissez, pas des alternatives. Non, là maintenant on va essayer d'être tous intelligents. Alors, on l'était, mais collectivement je ne pense pas. On était tous intelligents du point de vue microéconomique. Ce qui nous arrive, c'était, ça on verra dans le débat, ce n'était qu'une série de raisonnements microéconomiques justes.
Beaucoup d'agriculteurs me disent, mais on a fait que ce qu'on nous a demandé. Et c'est vrai que souvent, ils ont fait que ce qu'on leur a demandé. Oui, le problème, c'est... Voilà, pourquoi l'industrie demandait une matière première standard, quoi. Et pourquoi les grandes surfaces veulent des tomates et des pommes de terre calibrées. Si vous appelez McCain, il faut que votre pomme de terre ait la forme d'un ballon de rugby. L'épluchure, le moindre épluchure possible. Il faut quand même que les chips aient une forme bien ovale. Alors, il veut dire, quand vous avez des cahiers des charges comme ça, après, vous essayez d'obéir. Le moindre défaut des pénalités, moi, ok, hein, il faudra être clair. Hein. On n'est pas en train de stigmatiser quiconque. Hein. Vraiment, on est dans un système. C'est donc un système qu'il va falloir changer. C'est ça qui va rendre, évidemment, la transition. C'est une révolution agroécologique. C'est radical dans les orientations. Ce sera une transition parce que ça ne peut pas être un grand soir. Mais précisément parce que, comme c'est en transition, il faudra quand même qu'on commence très vite. Hein. Il faudra se donner les moyens de ne pas trop tarder. Il y a quand même urgence. Alors allons-y. Quelques motifs d'espoir. Ben d'abord, on l'oublie trop fréquemment, même si vous le savez tous, et c'est trop souvent oublié, l'énergie qu'on trouve dans notre alimentation, celle qu'on va ensuite dépenser au travail, on ne peut la dépenser au travail que si on la trouve dans l'alimentation, cette énergie qu'on trouve dans l'alimentation, d'où ça nous vient? De l'énergie solaire, avant des milliards d'années. Donc, premier principe général, après l'agroécologie, en s'inspirant de l'agroécologie, il faudra adapter à chacune des situations locales, hein, on est d'accord. Mais au moins, il y a un premier principe général, on va faire un usage intensif, alors, pour moi intensif à l'hectare, hein, de la ressource naturelle, renouvelable et gratuite. Donc, vous l'avez compris, pour maximiser la photosynthèse, la transformation de l'énergie solaire en énergie alimentaire, c'est la plante hein, qui intercepte avec ses feuilles vertes l'énergie solaire et vous transforme ça en énergie alimentaire. On appelle ça photosynthèse. Bon, ben c'est pas compliqué, enfin c'est compliqué, mais le premier principe général, couverture végétale verte, la plus totale possible et la plus permanente possible. La plus totale possible, y compris dans l'abri, hein, je connais des gens qui sèment des lentilles entre les rangées de blé. Ils vont essayer de récolter le même jour, séparer les grains, c'est savant, c'est pas facile, mais au moins les rayons de soleil ne sont pas tombés sur les feuilles de blé, tombent sur les feuilles de lentilles. Oh, c'est pas perdu. Désormais, c'est ça. Association végétale. Dans certains pays, plus ceux qui pratiquent une agriculture manuelle, hein, vous savez, la milpa des Mexicains, c'est le maïs, la céréale, le haricot, la légumineuse, et pour les derniers rayons du soleil qui ne seraient pas tombés ni sur les feuilles de maïs ni sur les feuilles de haricot, hop, une pastèque, un concombre, un melon, une cucurbitacée, une plante rampante, ça peut être la patate douce aussi, mais pas un rayon de soleil ne doit tomber à terre, tous les rayons de soleil doivent tomber sur des feuilles vertes, capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire, et si possible, en hiver, au printemps, en été, à l'automne. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des cultures intermédiaires, il va y avoir des cultures peut-être même associées, des cultures en dérobé, qu'importe le vocabulaire. Mais l'agriculture moderne de demain, celle qui va permettre de résoudre des enjeux, et dans le contexte du réchauffement climatique, association végétale. Alors je sais que nous n'y sommes pas très préparés. Il y a des régions un peu mieux préparées. Hein. Je veux dire, les Bretons, pour faire de l'élevage dans une prairie, ils savaient associer une graminée à un trèfle blanc. Voilà. Maintenant, ils mettent du maïs et ils importent le soja. Mais entre les rangées de maïs, il y a quand même du soleil qui tombe à terre. Je ne suis pas sûr que c'était astucieux de la part des Bretons, mais c'est pas qu'ils sont en faute. Hein. Mais c'est qu'on leur a demandé de faire ça, mais on va peut-être devoir corriger le tir. Non, non. Couverture végétale la plus totale possible, la plus permanente possible. Dans notre alimentation, la partie énergétique, celle qui nous donne l'énergie pour aller au travail, c'est la partie carbonée de cette alimentation. Sucre, lipides, amidon, voilà. Et la plante, donc, a besoin de carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Alors je pose la question, y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère? Je vous vois sourire. Non, il y en a trop. C'est un gaz à effet de serre. Alors, si les agriculteurs peuvent faire un usage intensif, je fais exprès d'employer le mot intensif, à l'hectare, de cette ressource pléthorique, la plante va intercepter le gaz carbonique, va prendre le carbone, va libérer l'oxygène, ça n'a jamais fait de mal pour nos poumons. Et avec ce carbone, fabriquer du sucre, des huiles, de l'amidon, peut-être même de la paille, peut-être même des racines. Et quand après récolte, tout ça va se décomposer et fabriquer de l'humus, séquestrer du carbone dans les sols, alors je suis pour l'agriculture intensive. Si c'est ça l'agriculture intensive, faire l'usage intensif de ce qui est renouvelable, gratuit ou pléthorique, alors je suis vraiment pour. Alors par contre, vous avez compris, feuille verte, j'ai bien dit.
et ça va être ça la vraie question, ça va être la gestion de l'eau. Parce qu'il faut quand même que le gaz carbonique rentre dans la plante. Et d'ailleurs, l'oxygène va en ressortir. Mais le gaz carbonique rentre dans la plante, c'est par des petits trous, par des orifices. Et tous les agriculteurs ici présents le savent, c'est les petits trous par lesquels la plante transpire. La plante, elle est comme nous, hein, plus il fait chaud, plus il fait sec, plus il y a du vent, plus elle transpire. Nous, il nous faut boire tout de suite, sinon on se déshydrate. La plante, elle a un avantage sur nous, c'est que si elle ne trouve pas assez d'eau à boire dans le sol, elle peut momentanément arrêter de transpirer pour ne pas se déshydrater, mais pour ça, elle ferme les orifices par lesquels elle transpirait. Donc au mois d'août, parfois, la plante, elle arrête de transpirer, elle ferme les orifices. Ah ben oui, mais du coup, si elle ferme les orifices par lesquels elle transpire, elle vient de fermer les orifices par lesquels le gaz carbonique pouvait rentrer et l'oxygène ressortir. Donc vous voyez, quand on est dans le sud-ouest, je m'éloigne, et quand vous êtes dans le sud-ouest français, monoculture de maïs, si le sol est à nu l'hiver, le soleil à terre, c'est pas génial. Avril-mai, ça y est, on a semé le maïs. Ah oui, mais grand écartement, encore des rayons de soleil qui tombent entre les rangées de maïs, excusez-moi, par rapport à la modernité, c'est pas génial. Et quand au mois d'août, ça y est, le maïs recouvre la totalité de la surface du sol, toutes les feuilles vertes interceptent, voilà, très peu de rayons du soleil tombent à terre, ben ça tombe mal, il ne pleut pas. Pas assez d'eau dans le sol, le maïs cesse de transpirer, il cesse d'absorber le gaz carbonique, et donc cette surface foliaire ne sert à rien. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, on va pomper dans la nappe phréatique. Oui, ben elle descend. On va pomper dans la rivière, oui, ben il n'y a plus de poissons. Je veux dire, on ne va pas rappeler Sylvain, c'est d'autres, hein. Mais attention, la monoculture de maïs. Alors, le maïs, vous savez, c'est une plante tropicale, et sous les tropiques, la saison des pluies, c'est la saison chaude. Oui, ben nous, la saison chaude, c'est la saison où il pleut le moins. Pourquoi? Vous voyez que la génétique, hein, pourquoi? Il y a le rôle des agronomes hein, dans ce qui nous arrive. À Fouettecar, on a fait remonter le maïs toujours plus au nord, toujours plus au nord, toujours plus au nord. Mais ne l'oubliez pas, on a intégré une plante tropicale dans un climat tempéré où le cycle des saisons, pluie et sec, est totalement inversé. Mais le maïs n'exige pas plus d'eau qu'un blé, mais il exige au mauvais moment, et du coup, il y a des rayons de soleil qui ne servent à rien, parce qu'au mois d'août, si on n'irrigue pas, et du coup, l'irrigation, c'est le pompage, c'est la phréatique, enfin voilà, il va falloir sans doute aussi revoir la copie. Mais du coup, là, vous l'avez compris, c'est bien la gestion de l'eau, et on va faire la gestion intensive de l'eau qui ne nous coûte rien, celle de l'eau de pluie. Sauf qu'on nous annonce que cette eau de pluie, sa répartition spatiale, sa répartition d'une année à l'autre, la répartition temporaire va devenir de plus en plus chaotique avec ce dérèglement. Néanmoins, c'est bien cette eau de pluie qui nous est donnée gratuitement, dont il va falloir faire l'usage le plus intensif. Vous voyez ce que je veux dire? Tout doit s'infiltrer dans le sol, plus rien ne doit ruisseler. On va mettre des barrières au ruissellement, on va remettre des haies, y compris dans l'abri. On va remettre des barrières au ruissellement. Et le mieux, c'est encore la couverture végétale. La couverture végétale, même s'il y a une pente, le petit filet d'eau, il va être arrêté par une feuille, par une tige, mais tout doit s'infiltrer, plus rien ne doit ruisseler, rien ne doit inonder la vallée en bas. Et évidemment, du coup, on me disait, on arrête le ruissellement, mais il faut quand même que le sol soit poreux. Moi, j'ai le souvenir de mes cours d'agronomie. On me disait le labour. Maintenant, j'enseigne le zéro labour, les techniques culturales simplifiées, en tout cas un minimum de travail du sol. Je ne dis pas que c'est facile et possible partout, mais évidemment, aujourd'hui, on sait que le labour exagéré, évidemment, apporte quelques préjudices à la biologie des sols, mais en plus, ça oxygène exagérément le sol, ça l'aère exagérément, ça oxyde exagérément le carbone qu'on avait séquestré dans l'humus et qui retourne à l'état de gaz carbonique. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur minimum de travail du sol, technique culturelle simplifiée, zéro labour, et on veut quand même que le sol soit poreux. Là, il faut faire confiance aux vers de terre, aux cloportes, aux coulamboles, peut-être même aux racines des herbes. Moi, je connais des viticulteurs, là, sur leur coteau, aujourd'hui, ils laissent des herbes entre leur rangée de vignes. Autrefois, ils désherbaient. Maintenant, ils laissent de l'herbe. Alors, évidemment, l'eau va moins ruisseler, parce que l'herbe va l'en empêcher de ruisseler rapidement. Et puis, quand l'herbe se dessèche, là où il y avait une racine, il y a une galerie. Et du coup, l'eau s'infiltre. Donc, attention, il y avait des choses très contre-intuitives. Là où on pensait que l'herbe, c'était un concurrent pour l'utilisation de l'eau, on est en train de découvrir que l'herbe, entre les rangées de vignes, peut être un excellent auxiliaire pour favoriser l'infiltration de l'eau dans les sols, grâce à ce tissu racinaire, grâce à ce moindre ruissellement, grâce à ce genre de choses. Que le maximum d'eau soit à la hauteur des racines et fixé à hauteur des racines, ça, c'est l'argile et l'humus. On ne peut pas enrichir un sol en argile, un sol sableux restera un sol sableux, un sol limolé aussi. Mais on peut enrichir un sol en humus. Parce que justement, je vous disais, l'humus,
c'est le carbone du gaz carbonique que la plante a intercepté, a fabriqué de la paille, a fabriqué des racines, et après récolte, si ça se décompose bien, eh bien, ce carbone va être séquestré dans le sol sous la forme de l'humus. Sauf que le petit microbe qui commence à grignoter la paille et les racines et à commencer à décomposer tout ça, si à ce moment-là précis, après récolte, il n'y a pas un peu d'azote, eh bien, il ne peut pas terminer son travail. Il aura du mal à décomposer la paille, à décomposer les racines, et même le carbone de la paille et des racines pourrait retourner à l'état de gaz carbonique. Donc le petit microbe, là, il a quand même besoin d'un peu d'azote. L'humus, c'est 50% de carbone, hein, grosso modo, c'est 5-6% d'azote. Mais oui, quand il y a une fin d'azote, comme on dit, enfin, quand il y a un manque d'azote après récolte, eh bien, effectivement, ça tarde à se décomposer et on n'arrive pas vraiment à séquestrer, enfin pas suffisamment, de carbone dans le sol. Oui, en agriculture, on a besoin d'azote, mais pas seulement pour aider les microbes à fabriquer de l'humus, parce qu'il faut un peu d'azote pour, en association avec le carbone, mais on a surtout besoin d'azote en agriculture pour les protéines. Parce que première nécessité dans notre alimentation, c'est l'énergie, les kilocalories, le sucre, l'amidon, les lipides. Après, deuxième nécessité, c'est les protéines. Après viendront aussi les minéraux, les fibres, les antioxydants, les polyphénols et autres, hein, les fibres aussi. Mais deuxième nécessité, les protéines. Et on en a besoin tous les jours. Parce que les protéines, c'est ce qui constitue tous les tissus du corps humain, hein, la peau, les larmes, les muscles, les os, tout ça c'est fait de protéines. Et il nous faut les renouveler. C'est un peu comme pour l'énergie, tous les jours on est obligé d'en manger parce qu'on l'a dépensé au travail. Et bien là, il faut renouveler les protéines parce que nos peaux pèlent, parce qu'on se coupe les cheveux, on se ronge les ongles, mais plus encore tous les tissus du corps humain sont usés et ça repart dans nos urines. Donc il faut renouveler. Alors ces protéines, c'est les hydrates de carbone sur lesquels on rajoute de l'azote. Mais troisième bonne nouvelle de la soirée, l'azote, on le trouve dans l'air. Quel pourcentage? 79% d'azote dans l'air que vous respirez, vous et moi. Il n'y en a ni plus ni moins en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou sous l'Antarctique, hein, sur l'Antarctique. 79% d'azote dans l'air que nous respirons. Eh bien, il n'y a pas de pénurie annoncée avant des siècles. Donc on va faire un usage intensif de l'azote de l'air pour fabriquer des protéines. Remarquez, c'est ce qu'on fait déjà. Mais il y a bien deux méthodes aujourd'hui. Il y en a une, un peu standard aujourd'hui, très habituelle. Ben, on veut qu'un blé soit riche en protéines pour qu'il soit panifiable. Ben, on lui apporte un engrais azoté de synthèse. Mais n'oubliez pas que cet engrais azoté de synthèse, urée, ammonitrate, sulfate d'ammonium, etc., a été fabriqué avec de l'énergie fossile. En France, on importe du gaz naturel norvégien et russe pour fabriquer nos engrais azotés de synthèse. L'usine de Toulouse a explosé, le gaz de lac, il n'y en a plus. Oui, le gaz de lac, il n'y en a plus, c'est donc bien que cette énergie fossile, elle est fossile. Dans l'agriculture moderne de demain, va être très économe en énergie fossile. Oubliez, les engrais azotés de synthèse, c'est désuet. C'est du passé. Y a-t-il une alternative? Tous les agriculteurs du monde entier connaissent l'alternative. C'est des plantes, on les appelle des légumineuses. Vous voulez nourrir des ruminants, vous appellerez ça trèfle, sainfoin, lotier, luzerne. Vous voulez nourrir des cochons, vous appellerez ça peut-être soja, mais vous pourrez appeler ça aussi lupin, févrole, pois fourragé. Et pour les humains, appelez ça lentilles, pois chiches, fèves, haricots, petits pois. Enfin, et l'arachide au Sénégal, le niébé au Mali, le pois Congo au Congo, la dolique à Madagascar. Fixer l'azote par la voie biologique et fabriquer des protéines. C'est les microbes qui aident ces légumineuses à fabriquer les protéines. Les microbes parasitent un peu la racine de la plante pour en tirer l'énergie. Mais avec cette énergie, ils vont proliférer les microbes, mais en même temps, ils vont intercepter l'azote de l'air, fabriquer le premier élément des protéines qu'on appelle acides aminés, et ils refilent ça à la légumineuse, qui sera riche en protéines pour l'alimentation animale, les luzernes, la févrole, pour l'alimentation humaine, les petits pois, les lentilles, les haricots. Mais en circuit court. Nous sommes dépendants, les 2/3, ou l'Europe même pour les 3/4, de l'importation de soja, tourteau de soja, cette légumineuse, pour nos protéines. On va aller chercher de l'azote dans l'air brésilien. On l'importe sous la forme de soja ou tourteau de soja. On donne ça à des animaux en Bretagne, en surnombre, qui ne sont plus élevés sur la paille, parce que la paille, elle est ici. Elle n'est plus en Bretagne. Donc, c'est plus du fumier qu'on fabrique là-bas, c'est du ligier.
Et du coup, l'azote qu'on a été chercher au Brésil, sous la forme de soja, on donne à des aliments sur Nantes, qui sont élevés sur la paille, qui sont élevés sur caillebotis, on récolte du lisier, l'azote est à l'état dissous dans l'eau, hein, enfin, je veux dire, et voilà que ça fertilise des algues vertes sur le littoral breton. Avoir été chercher de l'azote pour fertiliser des algues vertes, je trouve pas ça raisonnable. Mais si maintenant vous me dites que dans la Brie, vous produisez beaucoup de céréales avec beaucoup de paille, mais il vous manque l'urine parce qu'il n'y a plus d'animaux, les animaux sont en Bretagne, et comme vous n'avez plus l'urine, vous allez mettre de l'urée fabriquée avec du gaz naturel russe ou norvégien, n'appelez pas ça circuit court. Je suis désolé, oui, je pense que dans des régions comme la Brie, il n'y aura pas, mais disons-le, hein, il vaut mieux le dire tout de suite, on ne va pas attendre des décennies, qu'il va falloir rétablir de l'élevage, une association agriculture d'élevage dans des régions où on a abandonné l'élevage. Je sais que ce n'est pas facile du jour au lendemain, c'est ça dont on va débattre, comment y arriver. Mais parce que ça nous paraît, évidemment, une énorme transformation de l'agriculture, dire on peut attendre, alors là, je vous dis tout de suite non. Là c'est pas vrai. L'énergie fossile, elle est fossile. L'épandage d'engrais azotés, très émetteur de protoxyde d'azote, c'est la principale contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique. Non, il va y avoir des luzernes, il va y avoir des trèfles dans les régions céréalières. Hein. Il n'y a pas d'autre issue. Il nous faut le dire tout de suite et s'y mettre tout de suite. Et ça, je veux dire, il faudrait qu'il y ait des politiques agricoles, c'est de ça dont on va débattre, hein, bien sûr, faites pour le faire. Mais oui, il nous faut remettre des légumineuses dans nos rotations, dans nos assolements, on n'y échappera pas. Et ça veut quand même dire des élevages pas trop lointains, pour qu'il n'y ait pas trop de transport, ni du fumier, ni des fourrages. Disons-le clairement, on a fait le contraire, mais on va devoir remettre tout ça dans nos rotations et dans nos assolements. On va remettre des légumineuses, on n'y échappe pas. Alors on a aussi besoin, je vous le dis tout de suite, d'éléments minéraux, de calcium pour les os, de potassium pour la santé, le phosphore, pas seulement pour phosphorer. Ce sont les plantes qui ont besoin de ces éléments minéraux qu'on trouve dans le sol, et les oligo-éléments aussi. Et plus on en prend pour manger, plus il faut envisager d'en remettre. Alors le calcium, les falaises calcaires à l'échelle mondiale, pas de problème. En Bretagne, effectivement, sur les granites, il faut faire venir le calcium de loin. Mais globalement, il n'y a pas de pénurie annoncée de falaises calcaires, même si aujourd'hui les coraux sont en difficulté du fait du réchauffement climatique, mais je veux dire, c'est pas inquiétant. Le potassium, je lis très peu d'inquiétude là-dessus. Alors le phosphore, là par contre, on nous annonce que d'ici 3-4 décennies, le coût d'exploration et d'exploitation des mines de phosphate va devenir hyper coûteux. Alors là, ça c'est la mauvaise nouvelle de la SPA. Parce que ça veut dire qu'il va falloir être très économe. Il n'y a pas que l'agriculteur qui est concerné. Hein. On n'est pas obligé de mettre des phosphates dans les lessives. Il y a urgence même d'arrêter. Je crois qu'on est en cours. Mais il nous faudra être très économe et il nous faudra peut-être trouver du phosphore ailleurs. Alors, où il y a quand même quelques solutions. Pourrait-on trouver... Alors, éviter le gaspillage, c'est un peu comme pour l'azote de l'urine. Les phosphates qui vont dans les effluents d'élevage, on remet les animaux sur la paille, donc des pailles en Bretagne, fumier, on remet ça dans le sol, et je dirais, l'azote et le phosphore retournera à la fertilité des sols plutôt que de fertiliser des algues vertes. Mais vous imaginez bien que tant qu'on dépend d'énergie fossile, réduire ces roches-mères en poudre fine, surtout que le phosphore, même le phosphate naturel, hein, ceux qui font du bio avec du phosphate naturel le savent, il faut que la poudre soit extrêmement fine pour qu'elle soit facilement assimilable par la plante. Alors je vais vous dire, tant qu'on dépend d'énergie fossile, oubliez, je pense qu'il y a au moins 2 générations qui, tant qu'on dépend d'énergie fossile, vont devoir se passer de ce coût énergétique. Mais néanmoins, en sous-sol, tous les jours, la roche est altérée. Elle libère des éléments minéraux, calcium, potassium, phosphore, oligo-éléments. Ce n'est pas accessible à une racine de blé. Mais ça pourrait être accessible à des racines d'arbres. Et c'est accessible à des racines d'arbres, c'est l'enracinement profond. L'arbre va piocher l'élément minéral, ça remonte avec la sève, ça va dans la feuille remonte, tombe à terre, ça fertilise la couche arabe. Dans ma Normandie, on va remettre des pommiers. Dans la Brie, on va remettre des haies. Réembocager la Brie. On va peut-être même devoir mettre des haies dans les parcelles au milieu. Il y en a peut-être déjà qui le font déjà, hein, dans la Brie, attention. Mais oui, l'arbre peut jouer un rôle fertilitaire. Alors c'est pas simple, parce qu'il y a la question de l'ombrage. La haie, ça peut jouer un rôle de brise-vent. On a vu que ça peut jouer aussi un rôle contre le ruissellement, mais ça peut jouer un rôle fertilitaire. Moi, je connais des agriculteurs dans les hautes tiges, ils coupent régulièrement pour pas qu'il y ait trop d'ombrage. Ils font du bois raméal fragmenté, hein, ils coupent ça en petits rameaux, et ils s'en servent pour la fertilisation de leur culture maraîchère et de quelques plantations fruitières. Bois raméal fragmenté, BRF. C'est l'agriculture manuelle, n'empêche que
ça fonctionne. Alors, faut qu'il y ait comme il y a beaucoup de carbone, il faut plutôt mettre ça là où il y avait des légumineuses, où il y avait d'azote. Toujours, vous savez, c'est le bon dosage carbone-azote. Hein, c'est un savant mélange, l'agriculture, pour fabriquer de l'humus et bien fertiliser les terres. Mais bon, c'est savant, mais il y a des gens qui savent faire. Alors, on peut aider aussi ces arbres, et pas seulement les arbres, les plantes annuelles, à aller chercher des éléments minéraux qui sont déjà dans la couche arable, ou qui sont au sous-sol, si c'est un arbre, mais qui, quand c'est dans la couche arable, sont coincés dans les argiles. C'est-à-dire le phosphore, il est coincé dans les sites internes de l'argile, et même les plantes qui ont des racines extrêmement fines ne parviennent pas à retirer des argiles ces éléments minéraux qui sont coincés en leur intérieur. Et bien, vous avez des champignons mycorhiziens, alors la truffe, vous connaissez, hein, c'est bon à manger, ça c'est savoureux, qui s'incrusent dans la... Alors la truffe, c'est dans la racine du chêne. Vous avez énormément de champignons mycorhiziens qui s'incrusent dans la racine des arbres d'abord, mais aussi dans 80, entre 70 et 80% des plantes annuelles, développe un mycélium, cette espèce de moisie. Il va aller le chercher dans les argiles, il le déguste, il le soustrait et refile ça à la plante dont on a tiré l'énergie. Et ça, alors je vais vous dire, les principaux progrès de l'agriculture de demain, dans les 10, 15, 20 ans, c'est le champignon mycorhizien. On a trop peu porté d'attention à la recherche publique française, pas seulement française, mais notamment française, sur les champignons mycorhiziens. Aujourd'hui, vous avez des multinationales qui vendent des biofertilisants, des biostimulants, des biotrucs. Moi, j'arrive, c'est breveté. J'arrive absolument pas à savoir ce que c'est. Et les agriculteurs, moi, je fais une fertilisation homéopathique. Donc, ils diluent ça dans des tonnages d'eau absolument incroyables. Évidemment, l'agronome que j'étais, c'est incompréhensible, ce discours. Fertilisation homéopathique, pour moi, c'est des doses de calcium, potassium, phosphore, à des doses infinitésimales, ça ne fertilise pas un sol. Ah ben oui, mais si c'est des spores de champignons mycorhiziens, c'est que ça va aller débusquer les éléments minéraux qui y sont. Attention, attention. On a un peu trop méprisé des pratiques qui étaient véhiculées par des discours sur la biodynamique, etc., qui étaient peut-être incompréhensibles pour les scientifiques, et moi je continue de ne pas comprendre, mais on a eu tort de mépriser les gens et de mépriser leurs pratiques. Il va falloir vivre avec les agents pathogènes. Et comment y arriver? C'est la sélection de variétés tolérantes. Hein. Et là, on va peut-être récupérer des variétés anciennes. Hein. Moi, j'ai travaillé dans des régions, vous savez que le coton est une plante qui exige beaucoup de pesticides, et là, ma grande surprise, les jacides s'attaquent. Aucune attaque de ces insectes piqueurs suceurs. Ah oui, mais le coton, il était velu, tout plein de poils. Eh bien oui, l'insecte piqueur suceur essaie de piquer et sucer la sève, et les poils n'en empêchent. Oui, la sélection de plantes, feuilles velues ou tiges velues, permettent de vivre avec des insectes piqueurs suceurs. Vous avez des chenilles, alors je ne vous raconte pas, quand c'est des chenilles, feuilles lisses, cirées, le papillon dépose son œuf, hop, l'œuf tombe à terre, pas de développement de la larve. Et maintenant, on connaît même des plantes qui tolèrent la présence des deux. Alors là, on ne comprend pas, parce que c'est des feuilles lisses. Comment se fait-il que le puceron n'arrive pas à bouffer la plante, en tout cas, à détériorer totalement le rendement? Mais on comprend un peu mieux, c'est que quand ces insectes piqueurs suceurs ouvrent les chancrures dans la plante, il y a un gaz qui se dégage, un gaz volatile, et qui attire la coccinelle qui va s'attaquer au puceron. Et ça, c'est des produits de sélection paysanne, de gens qui ne savaient pas ce que c'était qu'un champignon mycorhizien, de gens qui ne savaient pas ce que c'était que ces gaz volatiles, attractifs et de ce genre de choses. Mais aujourd'hui, la science, elle est capable d'expliquer le pourquoi de certaines pratiques paysannes qu'on a peut-être un peu trop délaissées, minorées et même méprisées. Mais aujourd'hui, on en connaît les fondements scientifiques, et inutile de vous dire, on va progresser. On ne va pas reproduire l'agriculture de nos grands-parents. C'est vrai que quand je vous dis, on va remettre les animaux sur la paille, on va refaire du fumier, on va remettre des pommiers dans la prairie, on va réembocager, le ça fait un peu retour en arrière. Mais nos grands-mères ne savaient pas ce que c'était que les champignons mycorhiziens, les grands-pères ne savaient pas ce que c'était que ces gaz volatiles. Et aujourd'hui, quand vous regardez des gens en permaculture, à leur connaissance de plantes attractives, répulsives, de comment ils gèrent toutes ces interactions, non pas pour éradiquer, on n'éradique plus, on n'utilise plus les produits en CID, mais on vit avec, on minore les ravages, on minore la prolifération. Et pour les champignons, parce que c'est souvent sur les champignons que c'est le plus difficile, ben je vais vous dire, c'est plusieurs espèces différentes dans un même champ. Hein. Même en Chine, hein, j'ai vu des... Alors c'est des variétés là, mais dans les rizières chinoises, les paysans ils mettent plusieurs variétés, et régulièrement, il y a une variété qui n'est pas accueillante pour les champignons pathogènes de la variété d'à côté. En permaculture ou dans les cultures associées,
les spores peuvent se balader avec les vents. Si vous avez 3-4 barrières végétales de plantes peu accueillantes, ben, un champignon pathogène de cette espèce, pour rejoindre la plante de la même espèce, ben, écoutez, je suis désolé, 4 barrières végétales, prolifération mineure, très peu de dégâts occasionnés aux cultures. Oui, l'agriculture de demain n'éradique plus, elle vit avec, elle minore les ravages, elle minore la prolifération. Il y a 1001 techniques selon les lieux, évidemment, parce que le débat, on va l'ouvrir, mais les façons techniques d'y arriver dépendent des conditions locales. Est-ce qu'il y a une saison sèche, faire des pluies? Mais je peux vous assurer que quand je monte des photos de mil et de sorgho au Niger, sous des parcs de Fédérabia albida, légumineuses, le rendement est 3 fois supérieur sous la frondaison de l'arbre. Cet arbre, il a des racines profondes, il est capable de faire la photosynthèse en saison sèche, il a accès à la nappe phréatique, il développe ses feuilles, il fixe du carbone en saison sèche. C'est une légumineuse, il fixe de l'azote. Avec ses racines profondes, ils vont chercher l'élément minéraux en profondeur. Quand la feuille morte tombe à terre, tiens, c'est le début de la saison des pluies, ça tombe à terre, il n'y a pas trop d'ombrage pour le mil et le sorgho. La feuille est riche en carbone, en azote, le bon dosage. Ça fabrique du fumier sans même qu'on ait à mettre du fumier. Ça fabrique de l'humus sans qu'on ait à mettre du fumier. Et en plus, les éléments minéraux, je veux dire, même dans des régions où on envoie des troupes, même là où les gens sont en train de se faire des guerres civiles parce qu'ils manquent de ressources, les gens ont faim, et ils commencent le mouvement migratoire, enfin tout le désordre qu'on peut voir dans notre société aujourd'hui, qui résulte de la faillite de paysannerie qui continue de travailler à la main en concurrence avec nos excédents de bas de gamme, ben écoutez, je vais vous dire, je pense que nous, on pourrait éventuellement produire moins, mais mieux. C'est pas le blé à 90 quintaux, hein, non, l'agriculture moderne. L'agriculture avec les coûts en engrais, les coûts en pesticides, peut-être même les coûts en détérioration des sols, en qualité sanitaire et autres, le blé moderne de demain, c'est un blé à 50 quintaux, fertilisé avec de la luzerne. On perdra des devises à moins exporter de blé vers l'Algérie et l'Égypte. Certes, l'Algérie et l'Égypte, eux, se ravitaillent en Ukraine. D'ailleurs, les blés qu'on vend au moindre prix sur le marché international, c'est les pays du Sud qui nous mettent en concurrence avec la Russie ou l'Ukraine. 35 quintaux l'hectare là-bas, et la ferme, c'est 10 000 hectares. Donc vous savez, nous, le blé à 90 quintaux, hein, aucun avenir. Donc oublions les blés à 90 quintaux, repensons à mettre des légumineuses, on aura un blé à 50 quintaux. En fait, en France, ce n'est pas le produit brut qu'il faut accroître, c'est la valeur ajoutée. C'est le produit brut, moins les coûts de ce qu'on a détruit. La valeur ajoutée, c'est le revenu de l'agriculteur, ce qu'il paye d'impôts à l'État, le loyer au propriétaire, les intérêts pour la banque. Ça, c'est la répartition de valeur. Mais tout le reste, les engrais, tout ça, ça a été détruit. Notre agriculture productive est destructive. On espère détruire le moins possible d'humus, bien sûr, le moins possible d'abeilles aussi. Et ben, ce sera le blé à 50 quintaux, avec de la luzerne. Mais les devises perdues à moins exporter de blé, c'est un gain en devises à moins importer de soja, et un gain en devises à moins importer de gaz naturel russe pour mettre des engrais azotés de synthèse, parce qu'on découvre que cette légumineuse, ses racines, sont riches en azote. Donc la culture qui vient en rotation après, ben, n'a pas besoin d'engrais azotés de synthèse. La récolte des produits va être plus compliquée, donc beaucoup moins mécanisée. Donc, comment ça se passera? Alors vous avez raison, hein, on est bien d'accord. Le coût, enfin bon, Oui, ça, oui. vous voyez bien ce que je veux dire. Alors, le lentillon et blé, je vais essayer de dire, parce que alors c'est compliqué, parce qu'effectivement, ça devient savant, il faut récolter le même jour avec la même moissonneuse batteuse. Et après, on sépare les grains. Mais par contre, les cycles végétatifs ne sont pas régulés exactement pareil. Donc on n'arrive pas toujours à ce que les maturités arrivent au bon moment. Après, quand c'est des fourrages, on dit souvent le métal, c'est d'ailleurs pas une bonne nomenclature, mais c'est souvent. Alors là, il y a la graminée riche en carbone, il y a la légumineuse riche en azote. On récolte les deux ensemble, mais ça donne un fourrage pour les animaux avec d'emblée le bon dosage carbone-azote, et là, on ne les sépare pas. Alors effectivement, dans les pays du tiers-monde, la milpa mexicaine, c'est une agriculture manuelle ou une agriculture attelée. Donc là, effectivement, les associations de culture, il faut le dire très clairement, se prêtent beaucoup moins aux cultures associées. Je regarde, vous savez, près de Montpellier, donc, on cultive du blé dur sous des noyers. On m'avait toujours enseigné qu'on ne pouvait rien cultiver sous des noyers. Et bien, l'écartement des noyers, c'est quand même le passage pour une moissonneuse batteuse. Donc il faut être clair, le noyer, même quand il a bien débourré, et donc en plein été, il ne recouvre pas la totalité du sol. N'empêche que le sol est recouvert par la culture annuelle du automne jusqu'au printemps. Il y a quand même encore une photosynthèse, donc, en plein été. La racine des noyers, les racines traçantes, sont en dessous des racines de la culture annuelle. C'est quand même une association de culture qui permet, même si du fait d'être mécanisé, c'est pas aussi parfait que ce que je raconte, mais n'empêche qu'on parvient bien dans une région semi-aride méditerranéenne à exploiter la couche superficielle des sols par les cultures annuelles et plus profonde avec des noyers. Et le noyer, alors évidemment, il y a une
la feuille légèrement toxique pour la plante annuelle, mais s'il pleut beaucoup, c'est sans gravité, et par contre, accueille des champignons mycorhizaux. Donc oui, le transfert de ces techniques beaucoup plus pratiquées dans les pays du Sud, dans une agriculture mécanisée, là, on est obligé de faire des concessions, ce ne sera jamais aussi parfait. Sur beaucoup de choses que vous avez énoncées, il y a une chose primordiale, c'est que on ne fera pas du boulot à 5 ou 10 agriculteurs en France. Le métier d'agriculteur est quelque chose qui fait rêver beaucoup de personnes, mais en fait, il n'y a personne qui est prêt à venir bosser avec nous pour aller biner un champ de betteraves, par exemple. J'en prends bien l'expérience de mes copains qui viennent une matinée et puis c'est tout, quoi. Donc ça fait rêver beaucoup de personnes, mais après, quand il faut mettre la main à la pâte, il n'y a plus personne, quoi. Ensuite, il y a des petites choses un peu qui m'ont un peu interloqué dans ce que vous avez dit. Je tiens à rassurer la salle, on n'a pas d'hormones dans le lait ni dans la viande qui sont produites en France. Donc il faut éviter de faire peur des fois avec des trucs comme ça. Et j'ai un peu oublié ce que je voulais dire. Alors pour les hormones dans le lait, vous avez un peu raison. Sauf qu'on en découvre de temps en temps, ça veut dire qu'il y a de la fraude. C'est pas vrai. Ah bon? Ah non, non. Et la viande, c'est les antibiotiques, Non, non, c'est pas les hormones. ne dites pas- alors, je suis Producteur laitier. je suis producteur de lait. Je suis membre d'un syndicat national de producteurs de lait. Vous n'avez pas le droit, dans une assemblée publique comme ça, d'énoncer des choses qui sont des contre-vérités. Il n'y a jamais eu en Europe d'utilisation d'hormones de production laitière. Jamais. Et il n'y en a jamais eu d'importé et on n'en a jamais trouvé. On a éventuellement trouvé des hormones de production laitière, dont des laits importés des États-Unis, parce qu'il est vrai qu'aux États-Unis, il y a eu des productions d'hormones, et à la fois sur la viande et sur le lait, mais vous n'avez pas le droit de dire des fausses vérités comme ça pour faire peur aux gens. Il n'y a jamais eu d'hormones de production de lait pour le lait en France, et donc il ne faut pas... Vous avez le droit d'avoir des idées, mais ne faites pas peur aux gens avec des... Je me dois de dire la vérité, vous avez raison. Les antibiotiques dans la viande. Les antibiotiques dans la viande, quand on soigne des animaux, il peut y avoir des antibiotiques. À partir du moment où on utilise des produits médicamenteux avec les délais d'attente qui sont respectés, il n'y a pas d'antibiotiques dans la viande. Alors, vous êtes au courant quand même que la grande crainte des médecins aujourd'hui, c'est les antibiorésistances. Oui, on craint les antibiorésistances. Non, mais statistiquement avéré. Hein. Statistiquement, là, c'est avéré. Statistiquement, c'est avéré que le plus gros consommateur d'antibiotiques, c'est pas les animaux, c'est quand même avant tout les hommes qui en mangent de façon assez inconsidérée pour soigner des choses qui ne sont pas obligatoirement utiles. Donc, les antibiorésistances... Donc, je fais peur. En disant ça, je fais peur. Là, on réfléchira. Je voulais finir sur 2-3 choses. Rappelez que pour la plupart des personnes, on peut nous donner des leçons, mais que ça serait bien de faire autant à la maison, parce que si on laisse faire la nature dans nos champs, on essaye un peu tous de faire ça. Ça a été, en premier lieu, je prends l'exemple de mon père, par un souci économique, à mettre moins de produits, parce que le produit, on ne nous le donne pas, on l'achète. Et puis après, bon, on s'est aperçu, comme vous avez dit, que la science a progressé. Donc si on nous oblige à retirer des choses, il ne faut pas obliger que dans les maisons, il y a des produits qui sont beaucoup plus toxiques que ce qu'on peut utiliser dans nos champs. Donc ça, si le ménage est fait d'un côté, il faut que ça soit fait des deux côtés. Et la dernière chose, après je m'arrête là et je laisse la parole aux autres, c'est de rappeler que on a quand même des denrées qui sont de bonne qualité et bon marché en France. Et moi je m'inquiète quand même à savoir l'avenir avec un système qui est le vôtre, quoi, en fait, parce que quand on voit des ruées pour une promotion pour un Nutella à moins 50%, enfin je dis ça mais je sais pas, ça m'inquiète en fait qu'il y ait une petite partie de la population qui pourra bien se nourrir avec de la bouffe qui sera faite en France, et 80% du reste qui va manger de la merde importée de Russie et des États-Unis. Voilà, enfin, c'est ma crainte pour l'avenir. Prairies temporaires, grâce à du miscanthus, grâce à du chanvre et ce genre de choses, si vraiment il n'y a rien qui est fait pour cette transition agroécologique, il va de soi que ce discours est insupportable
Moi, je serais agriculteur, je serais stigmatisé de la façon dont ils le sont aujourd'hui, sans solution alternative, je ne supporterais pas. Je vous le dis tout de suite, je ne supporterais pas. Donc, il faut être clair. Alors, effectivement, mais pour autant, je vous mets en garde, parce que je pense que ça ne sert pas la cause des agriculteurs de jouer la politique du déni. Claude Allègre l'avait fait, il y a donc dans le monde scientifique, on sait, le réchauffement climatique, circuler, il n'y a rien à voir. Ça, j'ai cité le ministre. Mais commencer à dire, oui, mais les autres font de la merde, et de toute façon, nous, on ne fera de progrès que si les autres perturbateurs endocriniens en émettent. Alors, ça, auprès du grand public, faites très attention. C'est inaudible. Si vous dites, moi, je ne ferai un effort que quand tout le monde fera un effort, alors là, je vous dis tout de suite, les gens considèrent, moi, je vais vous présenter comme victime et vous présenter comme complice. Ça, je pense, ça vous fait le plus grand tort. Je vois ça dans toutes les assemblées. Ah non, mais vrai, hein. Moi, je vois des gens qui souffrent énormément de ce que vous appelez l'agribashing, hein. Mais dans cet agribashing, il y a le fait... j'ai des souvenirs du président de la FDSEA de Côte d'Armor. Il y avait à l'époque, c'était Dacian Solos, le commissaire européen, et c'était Stéphane Le Foll qui était le ministre. Je faisais une conférence. Et voilà que le président, attention, il a un rôle politique encore aujourd'hui, hein. Il me dit, monsieur Dufumier, vous savez très bien que les algues vertes, c'est pas l'azote, c'est le phosphate. Et le phosphate, monsieur Dufumier, vous le savez très bien, c'est pas l'agriculture, c'est l'industrie. Donc on reporte sur les autres, hein, les ménages, comme vous dites, les Russes. Et, alors évidemment, c'était de l'ordre du mensonge et du déni. Certes, le phosphate fertilise les algues vertes, mais c'est bien le surplus d'azote qui est à l'origine des algues vertes sur le littoral breton. Inutile de vous dire, pour avoir tout le public contre lui, il avait réussi son coup. Alors vraiment, je vous invite à être très prudent. Oui, inévitablement, il faudra produire moins et mieux. Ça, c'est la thèse que je défends. Mais commencer à dire, non, non, les dangers ne sont pas l'antibiorésistance, c'est la consommation d'antibiotiques. Non, non, alors là, je suis désolé, hein. L'antibiorésistance, on sait que c'est une consommation indue d'antibiotiques quotidienne dans la viande. Je suis désolé. Et tout... non, mais vous avez le droit de penser que non. Mais sachez que ça vous fait le plus grand tort. Voilà. Et je suis vraiment de ceux qui pensent que quand on vous dit, bon, on va interdire ça pendant 3 ans, si on ne fait rien qui va dans le sens on va pouvoir lutter contre les herbes grâce à des prairies temporaires, grâce à du miscanthus, grâce à du chanvre et ce genre de choses, si vraiment il n'y a rien qui est fait pour cette transition agroécologique, il va de soi que ce discours est insupportable. Moi, je serais agriculteur, je serais stigmatisé de la façon dont ils le sont aujourd'hui, sans solution alternative, je ne supporterais pas. Je vous le dis tout de suite, je ne supporterais pas. Donc, il faut être clair. Alors, effectivement, mais pour autant, je vous mets en garde, parce que je pense que ça ne sert pas la cause des agriculteurs de jouer la politique du déni. Claude Allègre l'avait fait, il y a donc dans le monde scientifique, on sait, le réchauffement climatique, circuler, il n'y a rien à voir. Ça, j'ai cité le ministre. Mais commencer à dire, oui, mais les autres font de la merde, et de toute façon, nous, on ne fera de progrès que si les autres perturbateurs endocriniens en émettent. Alors, ça, auprès du grand public, faites très attention. C'est inaudible. Si vous dites, moi, je ne ferai un effort que quand tout le monde fera un effort, alors là, je vous dis tout de suite, les gens considèrent, moi, je vais vous présenter comme victime et vous présenter comme complice. Ça, je pense, ça vous fait le plus grand tort. Je vois ça dans toutes les assemblées. Ah non, mais vrai, hein. Moi, je vois des gens qui souffrent énormément de ce que vous appelez l'agribashing, hein. Mais dans cet agribashing, il y a le fait... j'ai des souvenirs du président de la FDSEA de Côte d'Armor. Il y avait à l'époque, c'était Dacian Solos, le commissaire européen, et c'était Stéphane Le Foll qui était le ministre. Je faisais une conférence. Et voilà que le président, attention, il a un rôle politique encore aujourd'hui, hein. Il me dit, monsieur Dufumier, vous savez très bien que les algues vertes, c'est pas l'azote, c'est le phosphate. Et le phosphate, monsieur Dufumier, vous le savez très bien, c'est pas l'agriculture, c'est l'industrie. Donc on reporte sur les autres, hein, les ménages, comme vous dites, les Russes. Et, alors évidemment, c'était de l'ordre du mensonge et du déni. Certes, le phosphate fertilise les algues vertes, mais c'est bien le surplus d'azote qui est à l'origine des algues vertes sur le littoral breton. Inutile de vous dire, pour avoir tout le public contre lui, il avait réussi son coup. Alors vraiment, je vous invite à être très prudent. Oui, inévitablement, il faudra produire moins et mieux. Ça, c'est la thèse que je défends. Mais commencer à dire, non, non, les dangers ne sont pas l'antibiorésistance, c'est la consommation d'antibiotiques. Non, non, alors là, je suis désolé, hein. L'antibiorésistance, on sait que c'est une consommation indue d'antibiotiques quotidienne dans la viande. Je suis désolé. Et tout... non, mais vous avez le droit de penser que non. Mais sachez que ça vous fait le plus grand tort. Si on ne veut pas que ce soit imputable aux parents d'élèves, écoutez, à 50 centimes le repas en plus,
avec les subventions de la PAC, tous les repas de restauration collective seraient bio, 1,6 million d'euros. Je n'ai pas oublié les cantines d'entreprise, les EHPAD, les hôpitaux, mais évidemment en premier, urgence, parce que c'est perturbateur endocrinien, c'est à ces âges-là, les collèges et les lycées. Et le reste, paiement des services environnementaux. Non, on a des solutions politiques pour effectivement retransférer ce qui sont aujourd'hui considérés comme des aides, comme si les agriculteurs devaient être des mendiants, vivre de mendicité. Ah, j'ai besoin de subventions. Ah, j'ai besoin d'aide. C'est insupportable d'entendre ces choses-là. Quand vous avez des gens, ils disent, alors c'est les contribuables, vous avez des aides, et vos aides, c'est les algues vertes sur le littoral breton. Attendez, c'est insupportable. Ben moi, je suis pour des paysans droits dans leurs bottes, correctement rémunérés, fiers du bon produit, c'est pas du Nutella, ça vient pas de Russie. Pour prendre votre exemple, c'est surtout les céréales, hein, mais les céréales de Russie sont quand même de lait de force. Hein. On a du mal à être compétitif avec eux aujourd'hui pour l'exportation. Mais vous auriez des agriculteurs droits dans leurs bottes, fiers d'un bon produit, fiers d'un service d'intérêt général. Et ben, je pense que ça irait bien mieux. Alors ça, c'est une marque d'espoir. Est-ce que la volonté politique au niveau européen et au niveau français, est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle est là, ou est-ce que malheureusement la prochaine PAC, par exemple, nous mène pas vraiment dans une agriculture plus naturelle? Ouf, heureusement que je vous avais dit que je souhaitais qu'on ne pose pas la question. Alors je savais qu'elle serait posée. Hein. Inévitable. Oui, je pense. Alors, pour changer les choses, c'est vrai qu'il y a des quantités de transformation. Le changement du comportement des consommateurs et la volonté de payer un peu plus cher un produit de haute valeur ajoutée, c'est trop lent, mais c'est en cours. Et en ce moment, c'est plutôt l'offre qui n'arrive pas à répondre à la demande. Mais il y a quand même derrière des revues diététiques, hein, pour de multiples raisons, mais je crois que c'est quand même les perturbateurs endocriniens, les antibiotiques dans la viande, parce que les médecins, l'antibiorésistance, ils en parlent. Hein. Donc, je pense que c'est ça. Et c'est pas forcément que la peur est mauvaise conseillère, elle aboutit quand même à consacrer un peu plus d'argent pour la nourriture. Mais c'est une minorité, on est bien d'accord. Mais il faut aller de l'avant. Ce sera aussi les associations. Les associations de parents d'élèves peuvent exiger du bio à la cantine. S'ils exigent, peut-être qu'on payera correctement les agriculteurs locaux pour qu'ils fournissent la cantine avec des produits bio. Pourquoi pas? Si la PAC pouvait dire, grâce aux subventions, on vous assure là les agriculteurs que dans les 6 ans qui viennent, on va vous acheter un volume croissant de produits bio payés à un prix rémunérateur, je pense qu'il y aurait davantage d'agriculteurs qui se diraient, ben si, top là, si c'est ça désormais la politique, top là, on s'y met. Les agriculteurs savent répondre très positivement à des rapports de prix. Et le reste, bon, écoutez, les services environnementaux, mais oui, il faut interroger nos ministres, oui, il faut interroger nos députés, nos sénateurs. Moi, je ne vais pas renoncer à mon droit de vote, je vous le dis tout de suite, mais j'avoue que quand il y a un élu qui m'a fait des promesses et qui n'accomplit pas ses promesses, je harcèle mon élu. Ouais, moi aussi. Très bien. Souvenir de discussion avec Stéphane Le Foll, quand il défendait justement les filières poulet doux, les poulets de moins de 40 jours et autre chose. L'ancien ministre de l'Agriculture. L'ancien ministre de l'Agriculture, j'étais là, on discutait, il essayait de trouver encore quelques dernières subventions à Bruxelles, hors PAC, pour quand même soulager et éviter la fermeture des abattoirs, sur quoi il n'est pas vraiment parvenu. Et lui, élu d'Assart et breton, il savait que les poulets loués, à la tonne de poulet, le poulet de Sarthe, pardon, loué, créait plus d'emplois. Mais il me disait, ben, écoutez, M. Dufumier, oui, mais vous avez vu la femme, là, la veille au soir, une femme de l'abattoir qui était en train de pleurer parce qu'elle est en train de perdre son emploi. Moi, je suis obligé de gérer les rapports de force. Mais déjà, dans les rapports de force, il est plus facile de discuter à un ministre qu'on lui dit, attendez, on est en train de perdre des parts de marché sur le bio. Désolé. On est en train, vous essayez de sauver des poulets bas de gamme, alors c'est sur la qualité qu'il faut travailler. Je vous dis tout de suite que le discours scientifique, même si moi je parle d'abord en tant que scientifique, ben néanmoins, il écoute davantage s'il voit qu'il y a des évolutions qui changent. Ça, c'est clair. Alors, il y a les parents d'élèves. Je pense que oui, il y a un gros rôle à faire dans les actions de parents d'élèves. Pour l'accès au foncier, installer des jeunes, pas seulement des rêveurs. Hein. Il y a des rêveurs, il y a des gens quand même qui arrivent à s'installer. Non, mais peut-être pas pour le pinage des betteraves, mais des gens. Pour faire des dauphins dans la Seine, on en a. Oui, mais Ne rigolez pas. si on compare avec c'était les 68 arts qui allaient en Ardèche autrefois, l'expérience de jeunes qui s'installent en maraîchage souvent, fromage fermier parfois, si, moi j'en connais, hein. On ne fréquente peut-être pas les mêmes milieux, mais je peux vous assurer, il y en a, et de très grandes réussites. Et de très grandes réussites. Et je pense que c'est très important ça, et je pense que les parents d'élèves, terre de liens, quand ils permettent l'installation de jeunes agriculteurs à la périphérie des villes,
je peux vous assurer, Terre de Liens, moi, les lieux où j'ai mis mon argent, je peux vous assurer, c'est des succès. Donc il y a vraiment des jeunes, il faut qu'ils soient correctement rémunérés. Évidemment, ils ont un loyer qui n'est pas les mêmes, ils ont une certitude sur la durée, il faut certaines conditions socio-économiques, mais moi, démontrer par l'action que justement ça peut être rémunérateur, ça peut créer de l'emploi, ça peut être intensif en travail, mais ça n'a été possible que parce que dans notre coalition, il y a des ONG, des organisations gouvernementales qui se sont mobilisées et ont créé pour ces gens-là les conditions qui permettent. Moi, c'est ce qui me permet aux politiques de dire, voilà, on a réussi, et bien maintenant, voilà les conditions socio-économiques, politiques que vous devez mettre en œuvre pour que cette expérience concrète. Mais moi, si la politique, effectivement, c'était que de l'opposition, que de la dénonciation, et qu'on ne montrait pas par l'action, oui, la permaculture, ça peut être sérieux, compliqué, je vous le dis tout de suite, attention, beaucoup de travail au début, beaucoup moins près. Mais, alors, démontrer que oui, on peut avoir une alimentation bio à la cantine, avec des agriculteurs locaux, qu'on peut organiser des circuits courts, ça c'est les AMAP. Et je veux dire, oui, c'est une coalition, mais la bataille, qui est quand même hautement politique, c'est-à-dire ça passera quand même par nos élus, ça passera par l'Union européenne, ça passera par des choses comme ça, ne peut être gagnée que si on n'est pas que dans la dénonciation et qu'on démontre que oui, il y a des conditions qui permettent cette transition écologique. Je suis pour la coalition. Et alors vraiment, moi, la coalition, je le dis très clairement, paysans, consommateurs, environnementalistes, même combat, tous unis, on va gagner. Mais ce n'est pas la stigmatisation.